télétravail est un nouvel enjeu durant cette période de crise sanitaire. Et de plus, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, représentent de loin la première maladie professionnelle reconnue en France. Durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit avec le module QIR qui se trouve normalement en bas de votre écran. On les posera, je les poserai à Nicolas Desnoyers, qui est ergonome au sein d'Objectif Santé Travail et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour pouvoir nous présenter comment bien s'installer chez soi pour faire du télétravail. Donc Nicolas, merci à toi d'être parmi nous. Je vous en prie. Alors, merci. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les différents risques qui sont liés au travail sur écran? Alors, je n'ai pas la main sur les diapos. Amandine, si tu nous entends. Les aléas du direct. Alors, il y a 3 grands risques par rapport au travail sur écran. Il y a les TMS, que l'on appelle également troubles musculo-squelettiques, les problèmes au niveau de la fatigue visuelle due au travail sur écran, et également tout ce qui est difficulté au niveau des retours veineux dû à une position assise prolongée. Donc là, idéalement, ce serait d'avoir la diapositive pour que vous puissiez suivre en même temps l'exposé. Tu as normalement la main, Nicolas. Ça irait. Donc les troubles musculo-squelettiques, tout simplement, pour résumer, c'est une atteinte des tissus mous. Donc tout ce qui est tissu mou, c'est muscles, tendons, ligaments, nerfs, à l'excepté des os. Et ça peut toucher l'ensemble des parties du corps. Ça veut dire, ça va du haut du dos au bas du dos, avec la colonne vertébrale, les épaules, les cervicales, qui sont la partie la plus haute du dos, qui vient en conjonction avec la tête, les coudes et les poignets. Donc, comme je vous ai dit, il y a également la fatigue visuelle qui est due à l'utilisation d'écrans informatiques pendant la journée de travail et les troubles circulatoires. Donc, je vais rentrer plus dans les détails et on va passer quand même rapidement sur ces diapositives pour arriver rapidement sur comment s'installer. Donc, la fatigue visuelle, elle est surtout due à l'environnement de travail et au matériel qu'on utilise. Donc, ça peut être dû à l'éclairage que l'on a dans sa pièce, un éclairage trop intense ou pas assez intense, aux reflets qu'on peut avoir sur son écran informatique, qui nécessite de faire des efforts pour voir ce qui est affiché au niveau de son écran informatique, l'humidité de l'air, si ce n'est pas assez humide par exemple, la concentration qu'on peut avoir en travaillant sur le poste informatique. Une forte concentration entraîne une diminution des battements des paupières, ce qui fait qu'on humecte moins la partie de la cornée des yeux. Et une mauvaise installation, ça veut dire une distance non appropriée par rapport principalement à l'écran informatique. Donc les conséquences, ce sont des troubles de la vision, des difficultés à faire la mise au point, la sécheresse oculaire, des sensations de brûlure ou de picotement au niveau des yeux, et ça peut également induire des maux de tête. Donc, ce qu'il faut savoir également par rapport à tout ce qui est visuel, c'est que ça ne dégrade pas votre vue. Ce sont des symptômes, effectivement, mais des symptômes de fatigue. C'est un révélateur d'un environnement ou d'une installation qui n'est pas adaptée, mais en aucun cas, vous allez vous retrouver avec une vue diminuée due aux conditions de travail par rapport à votre écran informatique. Pour tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, il y a 3 facteurs importants à connaître. Le premier facteur, ce sont les facteurs biomécaniques. Donc, c'est avant tout la posture que l'on prend à son poste de travail,
les efforts qu'on y réalise. Donc, dans le cadre du poste tertiaire, donc du poste informatique, on réalise peu d'efforts. Par contre, il y a la répétitivité et la durée d'exposition. En second facteur, il y a les facteurs individuels. Donc, ça peut être l'âge. Donc, une personne plus ou moins âgée va être plus ou moins sensible aux conditions de travail, le sexe, qui montre que les femmes sont plus touchées par les troubles musculo-squelettiques que les hommes. Il y a le poids, la taille, la sensibilité individuelle, ça veut dire les fragilités que l'on a déjà ou des fragilités dues à sa constitution. Et l'activité extra-professionnelle, ça veut dire ce que l'on fait à côté du travail qui peut engendrer un début de pathologie, de troubles musculo-squelettiques. Et puis, il y a également le stress qui doit être pris en compte pour l'apparition des TMS. Donc, il peut être aigu ou chronique et il va induire sur les personnes, il va être inégal suivant les individus. Donc, le stress, lui, va induire une fatigue, à la fois physique, émotionnelle et nerveuse. Et je vais préciser à ce niveau-là que le stress va induire au niveau du corps la sécrétion de cortisol, qui est une hormone qu'on appelle l'hormone du stress, qui est une hormone lorsqu'elle est en petite quantité et de façon ponctuelle est plutôt bénéfique pour bien réagir au stress. Mais lorsque l'on est stressé de façon longue et sur une durée relativement longue, sur des jours et des jours, cette hormone va induire des inflammations au niveau des parties du corps qui sont mobilisées et va augmenter la pathologie. Et il faut également prendre en compte que le stress va également induire des comportements au niveau des salariés qui fait que les salariés vont négliger leur posture pendant leur période de travail et ne pas prendre le temps de régler leur poste de travail. Très bien. Donc, si je comprends bien, les TMS, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Exactement. C'est D'accord. multifactoriel. Ce n'est pas qu'un seul facteur, c'est un ensemble de facteurs qui vont s'additionner et qui vont donner comme résultat une dégradation de l'état de santé du salarié. D'accord. Donc, par rapport au télétravail, donc nous arrivons au sujet qui nous intéresse le plus. Il faut déjà prendre le télétravail sous deux angles différents. Donc, il y a un angle positif qui est d'avoir une mobilité, une flexibilité et des gains de temps. Ça veut dire que le salarié va pouvoir s'organiser différemment, faire une organisation plus souple, pouvoir avoir du gain de temps, ça veut dire plus de temps de transport, ce qui va lui permettre de dormir peut-être un peu plus tard et d'être en meilleure forme pour réaliser son travail. Et puis, il y a des points négatifs qui sont avant tout les contraintes posturales que le salarié va avoir chez lui et les risques d'isolement par rapport à ses collègues et par rapport à sa hiérarchie. Il est conseillé de garder un contact avec ses collègues pendant toutes les périodes de télétravail pour éviter l'isolement. Il faut essayer de structurer sa journée et de ne pas la déstructurer. Ça veut dire de continuer à se lever, de garder sa routine habituelle identique à celle que l'on a quand on va travailler. Donc se lever, prendre un petit déjeuner, se laver, s'habiller. Et également au niveau de son poste de travail, varier les tâches et les positions. D'accord. Alors, d'accord. Donc, on comprend bien qu'il y a plusieurs risques au niveau du télétravail. Maintenant, comment on pourrait voir pour réduire en fait ces risques, notamment pour réduire tous les risques, on va dire, liés aux postures? Donc, pour pouvoir agir au niveau des postures, on va s'intéresser à l'environnement de travail, à l'outil de travail qui est l'ordinateur, le plan de travail et la chaise ou le siège de travail utilisé. Donc avant tout, on va s'intéresser à l'environnement de travail. Donc il est conseillé de plutôt essayer de travailler dans une pièce isolée et dans un espace dédié.
Donc si le salarié a une pièce, une chambre non utilisée ou une partie de sa chambre qui peut être aménagée en bureau, il est conseillé de l'exploiter dans ce sens-là. Éviter de s'installer dans le salon, par exemple. Il faut chercher un endroit calme, plutôt calme, éviter les sources sonores trop fortes. Donc si on veut écouter de la musique en même temps qu'on travaille, c'est une très bonne chose. Par contre, éviter de la mettre à tue-tête parce que cela engendrerait plutôt des difficultés qu'autre chose. Il faut un local correctement tempéré avec un renouvellement d'air régulier. Donc tempéré, ça veut dire à une température qui est entre une vingtaine de degrés et 22 degrés, et renouveler l'air régulièrement pour éviter de rester dans un air qui n'est pas renouvelé et qui s'enrichit en CO2. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il est recommandé d'aérer régulièrement son espace de travail. Oui, en plus. Et chez soi aussi, parce qu'on peut avoir de la famille, des enfants qui peuvent être contaminés, donc c'est bien de ventiler. Chercher une pièce ou travailler dans une pièce avec de la luminosité naturelle, ne pas s'installer dans un cagibi. Installer son écran ou ses écrans perpendiculairement aux fenêtres afin d'éviter les reflets dans les écrans, ou un écran placé dos à la fenêtre qui fait que on ne voit plus du tout ce qui s'affiche sur l'écran informatique, ce qui va induire des fatigues visuelles, et installer une lampe d'appoint si nécessaire, surtout en période hivernale où la lumière du jour tombe vite en fin d'après-midi, et on peut se retrouver rapidement un peu dans la pénombre au niveau de son poste de travail, ce qui va induire également des gènes visuels pour pouvoir travailler sur son poste informatique. D'accord. Donc, en télétravail, on utilise un siège. Là, je vais m'intéresser au siège de bureau, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui ont la chance d'avoir un siège de bureau chez eux pour pouvoir faire leur télétravail. Il est important de connaître les réglages de son siège. Il faut surtout Alors, prendre le temps de régler son siège. comme si on change de voiture, la première chose que l'on fait, on fait des réglages de son siège de conduite. Et il faudrait faire la même chose donc avec un siège de bureau. Exactement. Exactement. Donc, il faut s'intéresser à son siège, regarder les différents réglages que l'on peut faire. Donc, les différents réglages, ça peut être la profondeur d'assise. Évidemment, il y a la hauteur d'assise. Mais ça, on verra un petit peu plus tard, la hauteur d'assise. Donc, la profondeur d'assise, la hauteur du dossier, si le dossier est réglable en hauteur, les accoudoirs, si on peut régler les accoudoirs. Dans ce cas-là, il est conseillé de régler les accoudoirs de façon à ce que ceux-ci passent en dessous du plan de travail. Il peut y avoir le soutien lombaire lorsque le siège est équipé d'un système de soutien lombaire réglable. Donc, de bien régler le système lombaire au niveau du creux des reins et ne pas le mettre trop bas, et le gonfler ou le mettre avec une certaine raideur de façon à bien soutenir le creux des reins. Donc, pour la hauteur d'assise, ça va être le seul réglage qui ne va pas être fait par rapport à la morphologie de la personne, va être réglé par rapport à la position de travail de la personne, par rapport à son plan de travail. Et une fois que le siège sera réglé et que la personne, que le salarié sera bien installé dans son siège de travail, il ne faudra pas qu'il cherche à rester trop immobile au niveau de son siège, car ça induit des contractions des muscles statiques qui sont plutôt des contractions qui vont être dans le temps douloureuses. Donc, il faut changer de posture régulièrement et rester dynamique pour éviter effectivement d'être soumis à des contractions musculaires statiques. Donc là, on s'intéresse avant tout au réglage de l'assise. Donc, on a réglé son siège par rapport à la profondeur, par rapport au dossier, les repose-bras également, l'appui lombaire. Donc là, on s'intéresse au réglage de la hauteur de l'assise. Donc, pour régler la hauteur de l'assise, il faut d'abord s'asseoir bien au fond de son siège, bien se mettre en contact avec le dossier, relâcher ses épaules
et mettre les avant-bras à la perpendiculaire par rapport au corps. Et il faut également mettre les pieds au sol de façon à avoir les genoux bien perpendiculaires. On obtient la bonne hauteur d'assise lorsque les avant-bras et lorsque les poignets viennent se déposer délicatement sur le plan de travail et que l'on obtient un angle de 90 degrés avec ses bras par rapport au corps. Donc, on règle l'assise par rapport au plan de travail en utilisant ses avant-bras comme point de repère et on ne règle pas sa hauteur d'assise par rapport au fait qu'on touche ou qu'on ne touche pas le sol. Ce qui nous amène sur le fait que lorsque l'on a obtenu un bon réglage d'assise avec les poignets et les poignets qui viennent reposer sur le plan de travail et les avant-bras qui sont perpendiculaires au corps, on peut être amené à ne pas pouvoir toucher le sol lorsqu'on est lorsqu'on n'est pas très grand. Dans ce cas-là, on utilise un repose-pied. Donc, dans le cadre du télétravail, on n'a pas toujours un repose-pied commercial, professionnel sous la main. On peut utiliser d'autres choses pour pouvoir reposer ses pieds, comme un carton vide, une petite caisse ou d'autres éléments qui permettent de reposer ses pieds et d'avoir un appui suffisant au niveau des membres inférieurs. D'accord. La hauteur de cet objet doit permettre en fait d'avoir un angle de 90 degrés au niveau de la cuisse et de la jambe. Oui, c'est exact, Mathieu. Oui, oui. Il faut D'accord. bien choisir l'objet que l'on va utiliser de façon à garder cet angle à 90 degrés et d'obtenir la meilleure posture possible. Ensuite, on n'a pas toujours un siège de bureau à la maison pour télétravailler. Dans ce cas-là, on a un siège classique, sans réglage en hauteur, sans réglage en profondeur. Donc, dans ce cas-là, si on est trop bas par rapport à son plan de travail, il ne faut pas hésiter à installer un coussin plus ou moins épais pour rattraper la hauteur du siège qui n'est pas assez haut. L'objectif étant toujours le même, obtenir un angle de 90 degrés avec les avant-bras par rapport au corps. Il ne faut pas hésiter non plus à mettre un coussin entre le dossier et votre dos si le dossier est trop incliné en arrière et vous éloigne du plan de travail. Ça, c'est également quelque chose d'important. Et il ne faut pas hésiter également à mettre un repose-pied sous vos pieds. Si lorsque vous avez installé votre coussin, vos pieds ne touchent plus le sol, il faut compenser, comme si vous aviez un siège de bureau, le manque d'appui au sol avec un repose-pied, avec une hauteur adaptée. Une fois que l'on est bien installé au niveau de son assise, on va installer et bien installer son matériel informatique pour être dans les meilleures dispositions possibles. Dans un premier temps, on va installer son clavier informatique à environ 10 à 15 cm du bord du plan de travail, de façon à ne pas travailler les bras tendus avec son clavier. Et on va positionner l'écran informatique à environ 50 à 70 cm de vous. C'est environ un bras de longueur. Lorsque vous tendez le bras entre vous et votre écran, votre bras doit à peine effleurer l'écran pour obtenir la bonne distance. Ça, c'est pour limiter la fatigue visuelle et quand même bien voir au niveau de l'affichage de votre écran. Quelque chose également de très important, c'est le réglage de la hauteur de l'écran. Donc la hauteur de l'écran, le haut de l'écran doit être à peu près à la hauteur des yeux. L'objectif est d'avoir un regard et une vision plongeante sur son écran et d'éviter d'avoir de l'affichage au-dessus du niveau des yeux. Si vous avez de l'information que vous utilisez très régulièrement qui s'affiche au-dessus de la hauteur de vos yeux, ça va induire un basculement de votre tête vers l'arrière pour regarder ces informations, puisqu'on utilise rarement les yeux vers le haut pour regarder ces informations-là. Donc instinctivement, vous allez pencher la tête en arrière et ça va induire à la fois des contraintes au niveau des cervicales, ce qui peut amener à la longue, au bout d'une journée, 2 journées, 3 journées de travail, induire des maux de tête, par exemple. D'accord. Je vois aussi que cette hauteur, elle est importante
d'avoir l'écran à la hauteur de ses yeux. Par contre, comme tu l'as marqué, pour les verres progressifs, cette hauteur change. Oui. Les verres progressifs ont cette particularité qu'on utilise le bas de ces lunettes pour regarder tout ce qui est proche. Et donc, lorsqu'on est avec des verres progressifs face à son écran, on a tendance à pencher la tête en arrière si l'écran est placé trop haut. Donc cette règle, avec le haut de l'écran au niveau des yeux, peut être transgressée à ce moment-là lorsqu'on a des verres progressifs. Et il est conseillé de mettre l'écran beaucoup plus bas que les yeux, de façon à avoir un maximum d'informations qui puissent être regardées sans pencher la tête en arrière pour être dans la zone utilisée au niveau des verres pour regarder de près. Donc ça, D'accord. effectivement, c'est quelque chose d'important. Et une fois qu'on a installé son clavier et son écran informatique, il est important de respecter l'axe écran-clavier utilisateur. Donc tout doit être aligné de façon à éviter les torsions du tronc et les torsions au niveau de la nuque. Donc d'être bien installé symétriquement. Donc l'installation de l'écran, donc comme je vous l'ai dit, le placer face à vous et symétriquement par rapport à votre position de travail. Le clavier doit être centré également et la souris doit être placée le plus proche possible du clavier pour éviter que vous ayez à travailler avec le bras écarté du corps. Plus votre bras sera écarté du corps, plus vous aurez de contraintes au niveau de l'épaule du côté de la souris. Donc, ne pas hésiter à avoir la souris proche du clavier pour éviter les contraintes au niveau de l'épaule. Si vous avez plusieurs écrans chez vous, parce que votre métier le nécessite, il faut dans un premier temps les positionner les plus proches possibles l'un de l'autre pour éviter les trop grands mouvements de tête et oui, de tête d'un écran à l'autre lorsque vous les utilisez. Il faut placer l'écran le moins utilisé du côté de la souris et il faut également les placer à la même hauteur pour éviter d'avoir à lever la tête ou baisser la tête lorsque vous passez d'un écran à l'autre. Donc là, vous voyez deux petits schémas qui vous montrent par rapport au pourcentage d'utilisation des écrans, comment les positionner. Donc, on les positionne lorsque l'écran principal est utilisé entre 70 et 90% du temps. Il faut mettre l'écran principal face à vous et mettre le deuxième écran sur le côté. Lorsque les deux écrans sont utilisés à peu près la même proportion de temps, dans ce cas-là, il faut centrer la jonction des deux écrans face à vous de façon à ne pas avoir trop de mouvements de tête à réaliser pour utiliser ces deux écrans. D'accord. Dans le cadre où vous auriez un ordinateur portable en même temps qu'un écran déporté. Donc l'écran déporté, c'est un écran que l'on utilise en plus d'un ordinateur portable. Dans ce cas-là, il faut utiliser l'écran déporté comme écran principal et non l'inverse, parce qu'il va avoir un affichage beaucoup plus grand et beaucoup plus confortable. Et il faut également mettre en place un clavier et une souris déportés. Parce qu'il serait possible effectivement de se dire bon, bah, j'utilise mon écran, enfin, j'utilise mon ordinateur portable comme écran principal et comme clavier et comme souris, et j'ai mon deuxième grand écran déporté et je l'utilise comme deuxième écran. Sauf que là, vous ne serez pas bien installé. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là, utiliser l'écran déporté comme écran principal et utiliser l'écran de l'ordinateur portable comme écran secondaire. Et toujours avec un clavier et une souris déportés en plus. Il faut être également il faut faire également attention à l'installation de l'ordinateur portable lorsqu'il est en deuxième écran. Il faut faire en sorte qu'il soit donc sur le côté, le plus proche possible de l'écran déporté. Et également, il faudra penser à surélever l'ordinateur portable de façon à ce que son écran s'aligne avec l'écran principal déporté, de façon à ne pas avoir à baisser la tête à chaque fois que vous utilisez l'écran de l'ordinateur portable et d'avoir accès à l'information qui s'y affiche facilement.
Donc, si vous avez un ordinateur portable à la maison, que vous n'avez pas d'écran déporté, vous avez seulement l'ordinateur portable. Normalement, dans l'idéal, il ne doit pas être utilisé en continu, l'ordinateur portable. Ça doit être un ordinateur qu'on utilise ponctuellement ou en réunion, mais ça ne remplace pas un système informatique fixe. Là, comme vous pouvez voir sur les schémas, donc les portables, le PC portable peut être mal utilisé à la maison. On peut placer son ordinateur portable trop éloigné de soi, ce qui a pour conséquence que l'on va avoir tendance à se coucher vers son plan de travail. On va tendre les bras pour pianoter sur le clavier de l'ordinateur portable. Ça va avoir des conséquences au niveau du dos, sur le bas du dos, puisque vous êtes penché en avant, sur les épaules, puisque vous avez les bras tendus, et également sur les cervicales, puisque vous allez baisser la tête pour regarder ce qui s'affiche sur l'écran. Un peu mieux comme installation que la précédente, c'est d'installer l'ordinateur portable à la bonne distance. En tout cas, en considérant que le clavier est à environ 10-15 cm du bord du plan de travail. Donc, ça va vous permettre à la fois de réduire les contraintes au niveau du dos et des épaules, puisque vous aurez accès facilement au clavier. Par contre, vous n'aurez pas de sauvegarde au niveau de vos cervicales, puisque vous aurez toujours la contrainte de baisser la tête pour regarder ce qui s'affiche au niveau de l'écran informatique. D'accord. Mais alors, donc là, c'est pour des postures assises, mais on peut aussi travailler debout. Alors, oui, on peut travailler debout, mais avant de travailler debout, on peut déjà améliorer son installation au niveau de l'utilisation de son PC portable. L'idéal, c'est d'investir dans un clavier et dans une souris déportée. Mmh. Alors aujourd'hui, on trouve des claviers pas chers du tout, hein, qui tournent autour des 15 € et des souris filaires, hein, pas obligé de prendre du Bluetooth. L'objectif étant, c'est de reproduire, en utilisant un clavier indépendant déporté et une souris indépendante, de pouvoir placer l'ordinateur portable en hauteur et de pouvoir avoir l'écran positionné de la bonne façon. Mmh. Donc l'objectif, c'est de surélever l'ordinateur portable lorsque on n'a pas de dispositif professionnel, comme vous voyez sur le schéma à gauche. Vous pouvez utiliser des livres, des boîtes de chaussures, des boîtes de livraison que vous avez sous la main pour surélever votre ordinateur portable. La règle à respecter étant la même qu'avec un écran de bureau classique, c'est on cherche toujours à avoir le haut de l'écran au niveau des yeux, sauf pour les vers progressifs, toujours. Et à droite, vous avez sur le schéma de droite une installation avec un dispositif commercial que l'on trouve sur les sites de revendeurs de matériel ergonomique souvent, qui permettent d'installer l'ordinateur portable de façon inclinée, où on rattrape également la hauteur de l'écran et on peut installer le haut de l'écran au niveau des yeux. Et cette position inclinée représente un avantage supplémentaire, c'est lorsque l'on utilise des documents, en plus de son ordinateur portable, de son informatique, on peut Mmh. poser les documents sur le clavier qui n'est pas utilisé, puisque c'est le clavier déporté qui est utilisé. Et donc, ça permet d'avoir les documents immédiatement sous les yeux et immédiatement en dessous de l'écran, ce qui permet d'économiser les mouvements de tête, que ça soit en termes de rotation ou ça évite de poser également vos documents juste devant vous en poussant le clavier déporté pour pouvoir laisser de la place à vos documents juste devant vous. Ce dispositif-là de mise à hauteur de l'ordinateur portable, il peut être remplacé, je crois, éventuellement par un classeur aussi. Ça donne déjà une première inclinaison. Oui. Oui, on peut installer un classeur. Alors après, l'idéal, ce serait de trouver un classeur du type comptabilité, donc des classeurs Oui. qui font une grosse épaisseur. Plus le classeur va être épais, plus on va pouvoir obtenir un ordinateur incliné. Mmh. Après, on peut mettre un classeur avec des livres en dessous pour gagner de la hauteur, par exemple. Oui, Effectivement, d'accord. c'est possible. Mmh.
Alors, nous arrivons à la posture debout, Mathieu. Effectivement, l'ordinateur portable présente l'avantage, contrairement à l'ordinateur de bureau, que l'on peut se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais alterner un peu mes postures, je vais travailler debout. C'est une très bonne idée pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. C'est une bonne idée car bah, ça améliore le retour veineux, de se dire bah, là, je vais me mettre debout pendant 1 heure et demie, puis je vais me rasseoir pendant 1 heure et demie. C'est une très bonne chose au niveau ergonomique de pouvoir faire cela. Toutefois, il ne faut pas retomber dans les travers du non-aménagement. Quand on travaille debout, il faut, dans la mesure du possible, reproduire un aménagement que l'on a vu avec l'ordinateur portable lorsqu'on travaille assis. Ça veut dire surélever l'ordinateur portable, avoir son clavier déporté, sa souris déportée pour pouvoir surélever l'ordinateur et pour pouvoir avoir le haut de l'écran au niveau des yeux. À partir de là, on est réellement gagnant en pouvant travailler debout, chez soi. D'accord. Donc pour travailler debout à la maison, ben, il n'y a pas beaucoup de choix. Le meilleur choix, c'est, d'utiliser le plan de travail de sa cuisine. Souvent, les plans de travail de cuisine sont déjà adaptés au travail debout, donc leur hauteur est souvent déjà bien adaptée. Donc utilisez le plan de travail de la cuisine. Vous pouvez également, utiliser la table à repasser. Dans ce cas-là, si c'est la table à repasser que vous souhaitez utiliser, vous ne pourrez pas installer de clavier déporté ni de souris déportée. Donc il est conseillé, pour la table à repasser, de s'en servir si on fait de la visioconférence, une réunion. Voilà, s'il n'y a pas d'écriture et d'utilisation, à outrance, de l'ordinateur, si c'est avant tout de la communication. Si la hauteur, du plan de travail, que vous utilisez de la cuisine par exemple ou de l'îlot central, n'est pas assez, haute pour vous, si vous êtes quelqu'un de grande taille, et ben, par rapport à votre clavier déporté, vous avez la possibilité également de surélever votre, clavier déporté avec la souris et en même temps pour retrouver l'angle que l'on avait assis et que l'on doit retrouver debout, qui est que l'avant-bras doit toujours être perpendiculaire, au corps avec les épaules relâchées pour obtenir la posture la moins, contraignante possible. Hmm. Alors là, tu nous as expliqué comment s'installer lorsqu'on avait du matériel à disposition, un siège, une table, éventuellement un manche debout, mais c'est des choses qui sont pas forcément que l'on ne retrouve pas forcément chez soi. Est-ce que tu as des recommandations à faire pour réadapter ces dispositions ergonomiques à ce qu'on pourrait trouver chez soi? Alors oui, alors si on n'a pas de table, si on vit dans un petit studio par exemple et qu'on manque de place, qu'on peut pas qu'on a une mini cuisine, qu'on n'a pas d'îlot central, qu'on n'a pas de table à manger, suffisamment, disponible ou voilà, qu'on n'a pas les conditions appropriées. Heu, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est par rapport à une table basse. On peut parfaitement se dire: «Bon, bah, je vais travailler, sur ma table basse». Dans ce cas-là, il est déconseillé de s'installer sur, le fauteuil ou, le canapé qui est devant la table basse et de travailler penché en avant toute la journée. Il vaut mieux s'asseoir au sol, avec un coussin, mettre un coussin au niveau de son dos et de s'appuyer contre le fauteuil ou contre, le canapé, derrière soi pour faire un dossier. Et de prendre un coussin, que vous avez choisi pour vous asseoir au sol, de telle façon à essayer de retrouver l'angle, le fameux angle avant-bras perpendiculaire au corps pour avoir, la bonne hauteur d'assise par rapport au plan de travail. Donc c'est toujours la hauteur d'assise par rapport au plan de travail qui va conditionner, la façon, dont vous allez être vraiment bien installé ou non. Si le coussin qui vous permet de vous asseoir au sol n'est pas assez épais, pour être à la bonne hauteur par rapport au plan de travail,
Dans ce cas-là, il est possible d'utiliser une petite caisse, un petit cube, un petit bloc de yoga ou d'autres surfaces relativement solides pour supporter votre poids, pour pouvoir vous asseoir plus haut par rapport à la table basse. Par contre, si vous êtes plus grand, trop grand par rapport à la table basse, que vous avez un grand tronc par exemple, et que la table basse est trop basse par rapport à votre position assise, il sera nécessaire de surélever légèrement la table basse. Donc là, ça demande une installation un peu plus hasardeuse, qui serait de mettre des livres de même épaisseur au niveau de chaque pied de la table basse afin de surélever un peu le plan de travail, le plan de la table basse, et de réobtenir un angle 90 degrés au niveau des bras avec le corps. D'accord. Donc, deuxième exemple d'installation, ça peut être également de s'installer dans son canapé pour pouvoir travailler. Donc, cette posture-là doit être prise de façon ponctuelle. Il ne faut pas travailler toute la journée dans son canapé. Ce n'est pas l'idéal au niveau ergonomique, mais on peut quand même bien s'installer dans son canapé pour travailler de façon ponctuelle. Donc, dans ce cas-là, on s'allonge légèrement et on place un coussin suffisamment rembourré au niveau du dos pour faire un appui suffisant au niveau du dos. On fléchit ses jambes afin de créer un appui et on essaie d'utiliser un support de type tablette ou support d'ordinateur portable ou un plateau pour pouvoir poser des documents ou poser son ordinateur portable dessus et pour pouvoir travailler avec l'écran face à soi. Donc, ça permet d'être installé relativement confortablement et de limiter les tensions musculaires, mais ce n'est pas conseillé pour rester toute la journée et travailler de cette façon-là toute la journée. Il vaut mieux alterner avec d'autres postures de travail. Donc, d'autres points pour le télétravail, ou des points sur lesquels je souhaite appuyer de nouveau. Donc, c'est toujours rester dynamique au niveau de son siège, au niveau de son assise, pour éviter les contractions statiques des muscles. Les muscles en contraction statique écrasent les vaisseaux sanguins, empêchent le sang plein d'oxygène d'arriver au niveau des muscles et empêchent l'acide lactique d'être évacué du muscle. L'acide lactique ne pouvant plus être évacué du muscle va induire des douleurs, comme lorsqu'on fait du sport. C'est exactement la même chose. Donc, évitez de rester de façon trop statique pour éviter ce phénomène-là et éviter d'avoir des douleurs au niveau des muscles. Prendre le temps aussi de régler la luminosité et le contraste de vos écrans par rapport à l'environnement dans lequel vous travaillez, de façon à pouvoir bien lire les informations sur l'écran et de limiter votre fatigue visuelle au cours de votre période de travail. Donc, pour ça, oui. généralement, adapter la luminosité de son écran par rapport à la luminosité extérieure, il y a une petite règle à respecter, il me semble. C'est plus l'environnement lumineux est clair, plus il faut éclairer son écran, c'est ça? Oui. Oui, là, je vois vers où tu veux aller, effectivement. Plus il va y avoir de lumière dans votre environnement, plus votre écran risque de vous paraître sombre et pas éclairé. Donc, plus il va falloir augmenter la quantité de lumière au niveau de l'écran. Effectivement, la quantité de lumière qu'il vous envoie. Par Et contre, si vous avez une pièce plus sombre, inversement, il faut inverser, il faut retirer la luminosité de l'écran pour éviter d'être ébloui par son écran, si vous êtes dans une pièce plus sombre. Effectivement. Au niveau du contraste, par contre, on règle en fonction du résultat qu'on a eu par rapport au réglage de la luminosité. Donc, on règle d'abord la luminosité et on règle le contraste après. Ça, c'est important. Ensuite, évitez de s'installer à un endroit où le soleil vient directement sur votre poste de travail que vous êtes installé chez vous. Dans un premier temps, ça va vous empêcher de lire ce qu'il y a sur votre écran informatique. Ça va être très compliqué de travailler sur votre informatique. Ça va induire un inconfort thermique aussi très important. Vous allez avoir très chaud.
ce qui n'est pas les meilleures conditions pour pouvoir travailler au niveau de son poste. Et puis, dans ce cas-là, si vous êtes trop près d'une fenêtre qui donne sur l'ouest ou qui donne sur le sud, avec du soleil qui rentre toute l'après-midi sur vous, l'idéal, ce serait d'avoir des stores à lamelles au niveau de cette fenêtre pour pouvoir empêcher le soleil de rentrer et de venir sur votre poste de travail. Donc, si on ne peut pas aller ailleurs, il faut essayer d'installer un store, tout simplement, pour limiter l'entrée de soleil. La souris, j'insiste de nouveau, doit toujours rester le plus proche possible du clavier, de façon à avoir le bras qui utilise la souris le plus collé possible du corps pour pouvoir économiser au maximum son épaule. Plus vous allez avoir le bras éloigné du corps, plus ça va mobiliser votre épaule et plus ça engendrera des potentielles douleurs au niveau de l'épaule. Et il faut également penser au positionnement de son téléphone. Il faut toujours installer son téléphone de façon opposée à sa souris parce qu'on utilise sa souris avec la main dominante. Et si on a son téléphone avec sa main dominante, eh ben, on ne peut plus trop bien travailler avec l'autre main. On est moins deux et avec l'autre main. Donc, ça permet de continuer à se servir de sa souris tout en étant en conversation téléphonique. Si l'usage du téléphone est redondante et s'il y a un usage régulier de celui-ci, il est très fortement conseillé de s'équiper d'un casque ou d'écouteurs pour pouvoir utiliser son téléphone. Ça évitera de coincer son téléphone ou le combiné du téléphone entre l'épaule et l'oreille en penchant la tête et en levant l'épaule, qui est une posture extrêmement nocive à la fois pour les cervicales et à la fois pour l'épaule qui est surélevée. En termes d'organisation pour télétravail, il faut chercher à faire des interruptions environ de 10 minutes toutes les 2 heures. Donc une interruption, c'est quitter l'écran du regard et chercher à regarder loin, fermer les yeux pour réhumecter la cornée au niveau des yeux. Regarder loin, c'est environ 5 mètres. Donc pas hésiter à regarder dehors, à regarder au-delà de 5 mètres pour reposer un peu les muscles qui tiennent le cristallin et qui puissent se reposer. Il faut se déplacer et se détendre les jambes. Donc ça, c'est dans l'objectif de réactiver un peu la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs pour éviter une stagnation du sang au niveau des jambes. Et on peut également se décontracter les poignets, les épaules et la nuque en réalisant des mouvements rotatifs ou des moulinets, de façon également à refaire circuler le sang au niveau de ces articulations. Et quelque chose de très important, il faut bien s'hydrater pendant ces pauses. Idéalement, il faut s'hydrater pendant toute la période de travail, mais la pause est un moment qui est privilégié pour pouvoir penser à bien s'hydrater lorsqu'on n'y a pas pensé pendant qu'on était à son poste de travail. Et on s'hydrate avec de l'eau et pas avec un café. Le café ou le thé, ça contient de la caféine et on perd plus d'eau que l'on en gagne quand on consomme du café ou du thé. Donc, toujours s'hydrater avec de l'eau. Très bien. Donc, le télétravail et l'organisation. Donc, par rapport à l'organisation du télétravail, il faut chercher à anticiper et planifier un maximum la charge de travail sur votre semaine et prioriser les tâches. Il faut essayer d'éviter de partir dans tous les sens. Il faut prendre le temps nécessaire à la réalisation de vos tâches et éviter de vouloir répondre à toutes les demandes et à toutes les sollicitations qui vous arrivent, que ce soit par téléphone, par mail. Il faut prioriser absolument. Il faut chercher à faire des points réguliers avec ses managers qui vous aidera à la gestion de vos priorités.
Et il faut chercher également à varier les tâches et à ne pas utiliser l'ordinateur par moment. Ça permettra de reposer les yeux et de passer à autre chose, ce qui est bon au niveau psychique également. Et très important, il faut réussir à déterminer une fin de journée de travail et absolument à se déconnecter et à se tenir à 1 heure de déconnexion heu, pour ne pas que votre travail ne déborde sur votre vie privée. Donc ça, c'est important si on veut tenir dans le temps. Il faut apprendre à déconnecter aussi et à passer, à autre chose et à reprendre sa vie normale chez soi, parce qu'on est chez soi. Ça reprend l'idée au tout début qu'il faut respecter sa routine habituelle Oui, en télétravail comme si on était en travail en présentiel. exactement. Mm. Le matin, on se lève, on prend un petit déjeuner, on se lave, on s'habille. Le soir, ou ou, de personnes, qui vivent seules également, hein. Il n'y a pas que la famille, mais en tout cas, on reprend une routine au dehors du travail, même si on travaille chez soi. Ça, c'est quelque chose de très important. D'accord, très bien. Alors, on arrive à la fin du webinaire. Alors, là, on va essayer de prendre peut-être 1 ou 2 questions pour les personnes qui le souhaitent. Je suis désolé parce qu'on va avoir un petit souci parce que comme vous êtes en plus connecté pour certains en tant qu'animateur, vous ne pouvez pas en fait écrire les questions, vous pouvez que les dire à l'oral. Donc, ce que je vous propose, c'est potentiellement, s'il y en a, de poser peut-être votre question directement à Nicolas. Oui, bonjour. 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 Est-ce que la présentation, elle pourra nous être envoyée ou pas par mail? Alors ça, c'est pour Mathieu. Est-ce qu'elle pourra être envoyée par mail? Il me semble que oui, si Nicolas est d'accord. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, ou bien on pourra vous donner un lien ou sur notre site internet, mais on pourra de toute façon voir comment vous le transmettre. Super, merci beaucoup. Ça serait du coup pour transmettre l'information aux différents services de notre société. D'accord. Je vais juste prendre quand même le nom de votre société pour être sûr de pouvoir vous l'envoyer s'il y a un souci. Alors, c'est la société Précifar. Prétifar. P-R-E-C-I-P-H-A-R. D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas pour la présentation. C'était très, très. Écoutez, je perds mes mots. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci de votre retour. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous les communiquer. Nicolas, merci encore pour tes explications qui, je suis sûr, seront bénéfiques pour tous nos participants. Je remercie également Diane-Olivier Lemaire, Amandine Redouli et Anne-Marie Sauvé qui nous ont été d'une aide très précieuse pour pouvoir réaliser nos webinaires. Je vous rappelle aussi qu'il y a 2 autres webinaires qui sont déjà programmés. Donc, le premier pour le mardi 17 novembre à 11 h, qui aura pour titre Covid-19, prévenir les risques et réagir efficacement. Et l'autre webinaire qui est prévu pour le jeudi 26 novembre à 11 h, qui est intitulé « Les moyens de prévention contre le Covid-19 à intégrer dans vos documents uniques ». Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous de votre participation et je vous dis à très bientôt. Et Merci.
je prends bien note des différentes demandes pour le PowerPoint qui a été écrit, que je viens de recevoir le message. Vous allez aussi recevoir à la suite de ce webinaire en fait un questionnaire de satisfaction. Merci de nous le renvoyer. Nous sommes encore désolés pour les petits problèmes techniques que nous avons eus en tout début de ce webinaire et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et encore merci Nicolas. Je vous en prie, merci. Au revoir.